Ah oui, nous sommes encore là. Soyez confortablement assises dans vos fauteuils et sachez que nous sommes encore là pour l'émission Le Vécu au quotidien. Evemidatom Soroman Merejakio Manso et Agolomade. Et ce soir, nous sommes encore là pour notre émission Le Vécu au quotidien. Comme Dieu nous fait grâce, le Seigneur aussi nous a fait grâce cette journée. Nous sommes des vivants, nous lui disons merci. Nous lui en sommes infiniment reconnaissants pour toutes ces grâces, pour ces faveurs qu'il nous accorde. Nous ne le méritons pas, mais c'est la grâce divine. Alors ce soir, Dieu m'a fait grâce et j'ai avec moi ici un homme, un invité de marque, je vais dire, et quelqu'un que vous connaissez très bien, un fils digne et d'impact, un fils digne de notre génération. Il a toujours servi et il sert toujours pour le bien-être de chacun de nous. Alors ce soir, il est encore là, ce soir au plateau vert avec qui nous allons échanger. Et ce soir, nous allons nous plancher sur santé. Alors, avant toute chose, nous allons demander, je précise qu'il est aussi diacre, alors il va nous remettre dans les mains de Dieu en 2 minutes et puis nous allons commencer. Vous le découvrirez, vous le connaissez déjà. Merci beaucoup, Madame Pasteur Amouzou Marie. Nous allons prier. Éternel des armées, nous te disons merci. Merci pour cette rencontre. Ce n'est pas anodin, ça a été prévu, c'est déjà destiné. Que ce soit, nous allons nous rencontrer et sortir les connaissances que tu as mis à notre disposition, à ton peuple. Alors nous prions de ce que l'Esprit, le Saint-Esprit prenne contrôle et que le message que le peuple a besoin soit libéré et toute la connaissance soit donnée pour la gloire en ton seul nom, parce que tu l'as fait, soit élevé au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Merci, Docteur Besson. Oui, je vous le disais, c'est le Docteur Besson. Le Docteur Besson est... Je vous laisse te Merci beaucoup. Chez moi, on dit que c'est le mort. Qui sait bien se présenter. Celui qui est mort, on parle à sa place. Exactement, le vivant, alors on lui donne la parole. Merci. Merci beaucoup. Enchanté, je suis Comblan Besson, je suis docteur en nutrition et santé. Je suis le PDG de Champizo Group. Je rappelle que Champizo Group regorge de 4 entités. Nous avons Champizo Agro qui s'occupe de la production de matières premières dont nous avons besoin dans notre usine, à l'instar des champignons, des fruits, des légumes et tout ce qui rentre directement sur la table à travers nos cuisines. Et donc, Champizo Agro également accompagne les petits producteurs pour leur donner des techniques idoines afin de rentabiliser sur dans le processus de leur jardinage et de faire sortir tout ce dont nous avons besoin pour une consommation, une bonne consommation. Alors, nous avons également Champizo Nutri Togo qui fait la fabrication des jus Champizo que vous connaissez, des compléments alimentaires, alors des thés, des cappuccinos, et nous avons beaucoup de choses pour le bien-être à travers Champizo Nutri Togo. Et nous venons de lancer également la branche cosmétique de Champizo Nutri Togo où nous mettons à disposition tout ce qu'il faut en termes de pommade, en termes de savon et naturel pour vraiment nourrir la peau, parce que la peau aussi a besoin d'être nourrie. Et nous allons découvrir cela bientôt dans notre développement. Et nous avons la 3e branche de Champizo que nous appelons la clinique de nutrition de diététique qui a pour nom Mycoscience. Là, vous êtes malade, vous venez vous faire consulter et donc et nous vous prenons en charge avec la santé naturelle. Et notre dernière branche, c'est Champizo Distribution, alors qui fait tout ce qui est occupation du marché, la vente de nos produits. Voilà tout. Moi, je suis marié, père de famille. Merci. Nous sommes tentés de voir, vous avez combien de galons pour le moment? Pour le moment, parce que c'est encore Vous savez, ce qui est un peu la grâce qui est avec moi, c'est que moi, je fais que des jumeaux. Donc, vous comprenez. Donc, si vous connectez à moi, je transfère sur vous l'onction des jumeaux. Toute chose est double dans ma vie. Et donc, voilà. Bénédiction double. Voilà. Everything na double. Merci, monsieur Besson. Merci, docteur Besson. Enchanté de vous avoir comme invité. Merci. Vous y passez toujours dans ce studio. Exactement. Et dans ce plateau. Exactement. Et vous êtes encore là ce soir pour nous donner
des connaissances par rapport au maintien de notre santé. Alors, ce soir, comme je vous le disais, nous avons à débattre des 8 facteurs décisifs pour une bonne santé. C'est vrai, nous voulons manger, c'est bien de manger. Nous voulons aussi manger bien, manger beaucoup, manger quantitativement et qualitativement. Mais c'est la même nourriture qui nous détruit. Et si nous ne savons pas faire, elle nous amène progressivement à la tombe. Alors, ce soir, nous sommes là pour débattre des 8 facteurs pour une bonne santé. Exactement. Une bonne santé, ça voudrait dire qu'une santé équilibrée et qui nous permet de se maintenir physiologiquement et aussi, pourquoi pas, puisque la petite Jean disait quoi? Il veut que nous prospérons à tous égards. Qu'on prospère l'état de notre âme. Alors, si notre âme doit prospérer, il faut que notre corps puisse résister pour maintenir l'âme. Alors, nous sommes là donc pour cette émission et ce thème est poignant, moi je le dirais. Alors, sans tarder, frère Besson, est-ce que vous allez nous donner certains contours? Qu'est-ce que c'est que la bonne santé? Ça c'est une très belle question. Et je m'attendais à ça. Si nous entamons cette émission, cette discussion, puisque c'est nos vécus de chaque jour. Et si nous entamons... Je précise que nous sommes dans l'émission Le vécu au quotidien et 8000 atomes, comme nous avons l'habitude de le faire en vernaculaire. Exactement, le vécu au quotidien. Et puis au quotidien, nous soucions de notre état de santé. Maintenant, si on nous pose la question, qu'est-ce qu'une bonne santé? La réponse serait évidemment l'absence de maladie et d'infirmité. C'est-à-dire lorsqu'on n'est pas malade, lorsqu'il n'y a pas d'infirmité, on n'est pas sur place, on n'a pas eu d'accident et tout ça, nous disons que nous sommes en bonne santé. Mais je vais vous reprendre ce que l'OMS a dit. L'OMS disait ceci. L'OMS, je rappelle que c'est l'Organisation mondiale de la santé. Et puis, ils ont dit que ce qu'on appelle la bonne santé ou bien une santé, ce n'est pas simplement l'absence de maladie, mais c'est un état de complet bien-être. Un état de complet. Ils ont bien mis un état de complet bien-être physique, mental et social. Et cela ne consiste pas seulement à une absence de maladie ou bien d'infirmité. Alors, selon OMS, si on veut parler d'une bonne santé, c'est lorsque tu as une santé physique. Alors, c'est quoi la santé physique? Lorsque ton corps fonctionne très bien. Souvent, c'est que lorsque le corps fonctionne bien, on ne sent pas des malaises, on n'est pas sur place. C'est là nous pensons que nous sommes en santé. Mais ça, la santé, comment on l'appelle? L'OMS l'appelle comme la santé qui est santé physique. Et nous avons également ce que nous appelons la santé mentale et émotionnelle. La santé mentale et émotionnelle, c'est quoi? Lorsque vous avez un état, vous êtes capable de gérer vos stress, vos émotions négatives et tout ça. Donc, chez l'OMS, c'est là que vous êtes en train de rentrer dans une santé. Alors, il y a aussi ce que nous appelons la santé sociale. Il y a certains, c'est la relation. Lorsque vous êtes bien entouré. C'est ça. Non, si vous n'êtes pas bien, c'était lorsqu'ils ne sont pas bien entourés, alors ils sont malades. Hein? Tout de suite, ils sont malades. Alors, quel est ceux qui sont en train de vous entourer? Donc, ça nous permet de voir que vous êtes en bonne santé. Le soutien familial, communautaire, si vous êtes dans un état d'isolement. Voilà, puisque vous pouvez constater que les gens sont en Europe. Hein, et s'ils reviennent souvent au Togo ici, les gens reviennent pour être en famille. Et si vous avez des amis en Europe, lorsque vous les appelez, vous pouvez parler plus de 1 heure, 2 heures. Parce que c'est des gens qui sont isolés. Vraiment. Ils sont seuls. Et donc, ça peut conduire à une maladie, donc l'état d'isolement. Et donc, il y a la santé que nous appelons également la santé préventive et qualité de vie. Alors, c'est l'OMS qui dit tout ça, ce qui nous permet en fait de tout faire pour ne pas être malade. C'est-à-dire, on le fait d'avance pour ne pas être malade. En conclusion, lorsque nous parlons d'une santé, ce n'est pas l'absence d'une maladie, ce n'est pas l'absence d'une blessure, mais c'est lorsque physiquement, vous allez bien, émotionnellement, vous allez bien, relationnel, vous allez très bien et que vous avez pris sur vous la conscience de prévenir tout état de maladie d'avance. Là, on dit que vous êtes en bonne santé. Voilà ce que je vais dire dans ça.
Et donc, vous allez parlé des 8, nous allons les décortiquer un à un. Exactement. Vous avez parlé de l'alimentation, de la bonne alimentation. Je ne sais pas si c'est la qualitative et la quantité ou bien c'est la qualité qui font la bonne. Donc, nous aurons bien voulu voir qu'est-ce qu'une alimentation saine. Voilà. Et lorsque nous voulons, là, nous avons touché tout de suite ce que c'est qu'une bonne santé. Et je disais que la bonne santé ne devait pas être simplement l'absence de maladie. Parce que c'est ce que nous avons dans la tête. Lorsque nous ne sommes pas sur le lit, lorsque nous ne sommes pas en train de souffrir dans le corps, on se dit qu'on n'est pas malade. On est en bonne santé. Or, selon l'OMS, ça va jusqu'à 4 niveaux. Et il y a le corps. Si le corps fonctionne bien, vous êtes en bonne santé. Si le cerveau, donc émotionnellement, le cœur, l'émotion, ça fonctionne bien, vous êtes en bonne santé. Et lorsque dans les relations et tout ça. Maintenant, lorsque nous voulons parler des 8 facteurs décisifs, les recherches nous ont poussé à déterminer 8 facteurs clés. C'est-à-dire il y a 8 choses qu'il faudra faire et lorsque nous parvenons à le faire, nous serons en bonne santé. Et parmi ces 8 choses, vous venez déjà de citer un, et alors vous avez touché l'alimentation qui est saine et équilibrée. Voilà, l'alimentation saine et équilibrée. Alors, je m'en vais dire que en dehors de l'alimentation saine et équilibrée, on va toucher ce qu'on appelle une hydratation adaptée ou adéquate. Si nous parlons de l'hydratation, c'est comment bien boire de l'eau. Je vais les citer et puis on va aller dans les détails. Alors, troisième principe ou bien facteur décisif pour une bonne santé, c'est lorsque vous adoptez une activité physique régulière. C'est-à-dire, je vais parler du sport. Voilà. Et maintenant, c'est quel genre de sport? Comment on le fait? Alors, c'est ça qu'on va découvrir. Souvent, si nous parlons du sport, les gens pensent que c'est aller faire la course et tout ça. Courir, non. Transpirer. Transpirer, c'est pas ça. Les maladies ne sortent pas la sueur. Non, il y a beaucoup de choses qu'il faut comprendre par là. Alors, quatrième, c'est avoir un bon repos. On parle d'un sommeil de qualité. Maintenant, on va voir ce que c'est que le repos. Est-ce que le repos, c'est simplement aller dormir? Est-ce que le repos, c'est simplement prendre du congé? C'est ça que nous appelons le repos. Alors, combien de temps de repos il faut dans l'année? Et donc, c'est des choses que nous allons découvrir. Comment cela contribuerait-il à une bonne santé? Et cinquième facteur, c'est lorsque nous allons parler de l'hygiène personnelle et environnementale. Alors, si vous-même, est-ce que vous avez la propriété corporelle? Et tout. Est-ce que votre environnement, un corps sain dans un environnement sain, ou bien un esprit sain dans un corps sain? Voilà. Et donc, si vous-même, vous n'adoptez pas la propriété corporelle, si vous pouvez jeter des choses sales un peu partout, si dans la chambre, je vais venir, lorsque je serai là-bas, je vais vous donner des exemples, des cas pratiques. Et, voilà. Et donc, septième facteur, c'est avoir un équilibre hormonal. Lorsque nous parlons d'un équilibre hormonal, c'est là je voudrais parler d'un truc qui concerne beaucoup plus nous les couples. Alors on veut parler d'adopter une vie sexuelle saine. Il y a beaucoup qui négligent ce côté. On va voir maintenant comment cela contribue. Et je peux en même temps dire que ça contribue à plus de 40% d'une bonne santé. Alors là, les jeunes, ça ne nous conseille pas, c'est les mariés. Et d'ailleurs, même l'émission la tombe bien sur une date connue dans le monde entier. Ah oui, c'est vrai. Les gens... Aujourd'hui, c'est Saint-Valentin. Donc, ne pensez pas que je suis en train de vous donner des outils pour la Saint-Valentin. Voilà. Donc, le 8e facteur, c'est de profiter d'un air pur et du soleil. C'est ça. Un air pur et du soleil. Alors, cela ainsi donné, on va voir si on parle du soleil, c'est aller s'exposer. Si on parle de l'air pur, c'est quoi? Et donc, si nous prenons tous ces 8 facteurs, je vous dis que nous aurons une bonne santé. Alors, on démarre par là où vous l'avez déjà annoncé. Vous m'avez tout de suite demandé, c'est quoi alors une alimentation saine et équilibrée? Voilà, une alimentation saine. Nous mangeons, ça c'est très bien. Nous buvons, ça c'est aussi trop bon. Et nous mangeons parfois quantitativement, qualitativement. C'est une meilleure chose. Mais vous savez, nous vivons, nous travaillons, nous gagnons de l'argent. Et l'objectif derrière tout ça, c'est de trouver de quoi se nourrir. Vrai ou faux? Beaucoup travaillent, c'est à cause du ventre. C'est à cause du quotidien. C'est ça. C'est qu'il faut mettre dedans. Maintenant, si toute notre vie, la lutte pour gagner de l'argent, l'objectif c'est de bien manger.
est-ce que ce n'est pas maintenant opportun d'étudier ce que c'est qu'une bonne alimentation? Parce que beaucoup, si on leur dit c'est quoi une alimentation, bon, c'est le fait de manger. Mais qu'est-ce qu'il faut manger? Comment faut-il manger? Quand faut-il manger? Pourquoi faut-il manger? Est-ce que nous le savons? Pour le citoyen, il faut acheter le maïs. Exactement. On fait la farine. Il y a demain, si on a beaucoup d'argent, alors on va acheter des viandes et tout ça. On fait 5 pièces, 3 pièces. Et puis on mange bien. On mange bien et puis on se dit que voilà, c'est une bonne alimentation. Donc, la question que je me pose, est-ce que la bonne alimentation, c'est l'alimentation quantitative ou qualitative ou bien c'est les deux? Bon, je voudrais dire que ce n'est pas de ça que nous voulons parler. La quantité, la qualité ne contribuent pas tout de suite à une bonne alimentation équilibrée. Or, lorsqu'on parle d'une alimentation équilibrée, d'abord une bonne alimentation, ça veut dire que c'est le choix alimentaire. Qu'est-ce que vous prenez à la place de quoi? Donc, une bonne alimentation passe par le choix de ce que vous mangez. Et donc, si je prends par exemple entre le sucre blanc, en poudre et le sucre roux, déjà le choix, en prenant le sucre roux au détriment du sucre blanc, alors je suis en train déjà de faire une bonne alimentation. Lorsque je dois apporter par exemple de la protéine, donc la viande, et au lieu d'aller prendre la viande de bœuf, je vais prendre les volailles, poulet bicyclette, je prends pintade, je prends poulet. Au lieu de prendre la viande de bœuf, la viande de mouton et tout, de chèvre, les viandes rouges, lorsque je prends plutôt les viandes blanches au détriment des viandes rouges, je suis en train de faire une bonne alimentation. Donc, je suis en train de faire un bon choix. Donc, c'est que la bonne alimentation, c'est une alimentation réfléchie et consciente. Ça dit que je sais ce que je prends, pourquoi est-ce que je prends ce que je prends. Donc ça, c'est une bonne alimentation. Une bonne alimentation, je prends encore l'exemple. Pour quelqu'un à qui on lui demande... Bon, attends, est-ce que c'est pour nous dire que les viandes blanches, comme vous les avez appelées, ont une différence? Il y a une différence? Sont plus meilleures que les viandes rouges. Aïe. Par exemple, la viande blanche nous apporte de la protéine. La viande rouge aussi nous apporte de la protéine. Alors, lorsqu'on va parler d'une alimentation équilibrée, c'est lorsque dans notre plat, nous trouvons les 3 catégories d'aliments. On trouve les protéines. Les protéines, c'est les sources de viande. Alors, c'est ça qui nourrit notre peau, nourrit nos cheveux, qui nous fait rajeunir, fait le développement. Et nous avons des sources de lipides. Donc, ce sont des sources de graisse, de l'huile, et qui nous donnent de l'énergie pour pouvoir travailler. Et nous avons les sources de glucides qui sont les sources de sucre. Donc, nous prenons la pâte, nous prenons le fufu, nous prenons même le sucre riz direct, le riz, on trouve les glucides là-bas. Lorsque nous prenons, par exemple... je dis n'importe quoi, de la glace, nous prenons par exemple de beurre dans notre pain, nous prenons de mayonnaise, nous prenons l'huile qu'on prend pour préparer la pâte, et nous prenons certains poissons comme salmon et autres. Alors nous sommes en train de trouver une source de graisse. Et là, on appelle ça les lipides. Et donc, notre repas est équilibré lorsque nous avons les 3. Lorsqu'on sert le repas, on trouve une partie lipide, on trouve une partie glucides et on trouve une partie protéines. Voilà, vous voyez. Maintenant, ça, c'est une alimentation équilibrée. L'alimentation peut être équilibrée, mais ne pas être bonne. On peut avoir une alimentation équilibrée, mais qui n'est pas bonne. Ici, pour avoir une bonne santé, il faut qu'il y ait une bonne alimentation et encore équilibrée. Beaucoup poursuivent l'alimentation équilibrée, mais ne voient pas le côté bon. Le côté bon appelle maintenant à notre conscience pour se dire, est-ce que ce que je choisis là, il n'y a pas alternative pour limiter l'impact santé? La viande, par exemple, pour celui qui ne veut pas prendre de poids et qui est de groupe O et de groupe B et que tu ne veux pas prendre beaucoup de poids, lorsque tu veux faire le choix entre la viande rouge et la viande blanche, il faut prendre plutôt la viande blanche au lieu de prendre la viande rouge. Lorsque, par exemple, tu ne veux pas vieillir vite, tu ne veux pas développer la tension, alors le choix entre les viandes serait plutôt la viande blanche et non la viande rouge.
Parce que la viande rouge apporte beaucoup de minéraux qui bloquent la circulation de sang et apporte beaucoup aussi de graisse qui coagule notre sang et donne plus de travail au foie que les viandes blanches que nous appelons les volailles. Maintenant, lorsqu'on veut faire le choix entre la viande blanche, donc les poulets, et les viandes végétales, comme le soja, comme la viande des végétariens, et comme les champignons, et tout ça là, le choix est plutôt les champignons, le soja, les viandes végétariennes, au lieu de prendre les viandes blanches. Est-ce qu'on nous a dit que le soja, c'est pour les moutons? Il faut laisser tout ce que les gens disent. Ce sont des réseaux sociaux et aussi, il y a certains, c'est vrai qu'il y a un traitement qui doit se faire pour le soja, parce qu'il y a la lécithine dedans. Et donc, c'est pourquoi les gens disent tout ça. Mais il faut laisser. On traite et on utilise pour faire la viande. Nous avons des protéines naturelles dedans. Merci. Et si nous prenons par exemple le choix entre les viandes et les poissons, alors c'est mieux plutôt de prendre les poissons que de prendre la viande blanche. C'est-à-dire, au lieu de prendre les poulets, les volailles, prenons plutôt les poissons. Donc, vous voyez qu'en termes de bonne alimentation, on se tourne plutôt vers la qualité qui a un apport santé. Voilà. Donc, c'est ce que nous voulons dire là-bas. Si nous prenons par exemple les plats naturels, c'est mieux que de prendre les produits transformés. Par exemple, si nous faisons salade avec légumes, les fruits, les céréales, les légumineuses, les protéines maigres, c'est mieux. Ça nous permettra de réduire considérablement les incidents santé. Donc, en résumé, une alimentation est bonne, une alimentation santé, c'est cette alimentation qui fournit des nutriments essentiels au bon fonctionnement du corps. Et cela doit respecter 4 facteurs. Premier facteur, il faut qu'on privilégie les aliments qui sont naturels et non des aliments transformés. Deuxième, il faut que notre plat puisse nous permettre à réduire. Appeler naturel, bio quoi. Oui, bio, ça dit que lorsque je vais prendre le fruit, vous venez à Champizo par exemple, nous avons notre société agricole qui produit que des adémèques, boma. Oui, justement, je voulais vous demander, c'est vrai que nous avons hérité ça. Nous, chez nous, en Afrique, on ne savait pas ça. On te donne la pâte, tu manges. Si tu vas dans la brousse, tu as, comment l'appelle-t-on? Tu vois la mangue, tu cueilles. Tu mets. Et quelque part, on nous dit dessert. Et il faut, après avoir mangé le plat consistant, ou bien la pâte, foufou, il faut un peu de fruits. Bon, nous avons hérité ça, mais bon, qu'est-ce que les fruits apportent? En fait, lorsque vous ne voulez pas tomber tout le temps malade, vous ne voulez pas que vos cellules vieillissent, les fruits, les légumes, ce sont là les secrets. Parce que les fruits et les légumes apportent ce que nous appelons les antioxydants. Ah bon? Les antioxydants, en fait, c'est une composition un mélange de vitamines et oligo-éléments que nous trouvons dans ces légumes et fruits et qui sont là tout le temps pour combattre une loi dans notre corps. Il y a une loi qu'on appelle la loi des radicaux libres. Les radicaux libres, ce sont là des toxines qui se produisent dans notre corps et eux, leur rôle, c'est de tuer la personne. C'est les radicaux libres qui font que les cheveux blancs vont apparaître. C'est eux qui font vieillir nos cellules. Eux, c'est comme ça. L'oxygène que nous respirons, il y a un haut de cet oxygène qui se détache et qui devient toxique pour le corps. L'environnement nous apporte des radicaux libres. L'alimentation nous apporte des radicaux libres. Mais leur mission, c'est de détruire, de conduire les cellules à la vieillesse pour que la personne grandisse. C'est les radicaux libres qui font ça. Maintenant, les antioxydants, eux, ils sont là pour garder la personne jeune, malgré son âge. Eux, ils veulent garder la personne. Donc, c'est une loi, un combat perpétuel dans le corps. Dans le corps, vraiment. Donc, si tu n'apportes pas suffisamment de fruits, de légumes, alors les radicaux libres vont dominer les antioxydants. Donc, la personne paraîtrait alors âgée, et vieux et vieille. Or, si tu mettais beaucoup de fruits et légumes, alors l'âge va avancer, mais on va voir que c'est une personne jeune et tout ça. Donc, c'est ça, c'est l'avantage même des fruits et des légumes. C'est pour garder la personne jeune. Et si la personne est jeune, la personne fait moins de maladies. Donc, c'est ça. Ce qui est triste, le triste constat, c'est que nos parents, quand bien même ils avaient des mangues, des orangers, des papayers, juste il faut cueillir, aller vendre. Et vendre.
1 000 francs, 1 000 francs pour pouvoir s'occuper de la pâte. Et tu vas voir la personne à peine 45 ans, tu vas plus parler qu'elle est déjà vieille. Oui, on vieillit. Et donc ça, les radicaux libres accélèrent le vieillissement. Et donc, une bonne alimentation, pour finir avec ça, c'est pour privilégier aussi des bonnes graisses. C'est-à-dire que lorsque, au lieu de prendre de l'huile partout que nous voyons, prenons plutôt l'huile d'olive, l'huile de noix, de palme chez nous. L'huile, on peut utiliser des poissons gras. On peut utiliser. Palme, hein? Oui. L'huile de palme, les gens disent que notre huile là n'est pas bonne. Je ne sais pas d'où ce qui sort de leur étude en fait. L'huile de noix, si nous prenons le noix de coco par exemple, népi par exemple, oui, on peut faire l'huile rouge et tout ça. Nos huiles sont ils sont très meilleures. On peut les utiliser au lieu d'aller prendre les azimi, alors que l'huile d'arachide du marché là, qu'on ne voit même pas où ce qui trouve l'arachide. C'est pas l'arachide qu'on prend pour faire. Mais si vous trouvez même l'huile d'arachide vrai, c'est bon. L'huile de coco vrai, c'est bon. Lorsqu'on était petit, on va s'asseoir pour acheter coulis. Et puis tu vois qu'on est en train d'extraire l'huile de l'arachide. De cette viande, des amandes là. Exactement. Mais il n'y a plus ça. Aujourd'hui, c'est des trucs qu'on prend, les cotons qu'on prend pour faire l'huile et puis on prend. Donc, voilà ce qu'une bonne alimentation. Une bonne alimentation est équilibrée. En résumé, c'est lorsque vous avez conscience de votre choix alimentaire et que vous privilégiez ce qui va aider votre santé que ce qui va l'aggraver. Et cela se repose sur 4 points. Il faut privilégier des aliments naturels, manger beaucoup de fruits et de légumes. Il faut réduire la consommation des sucres raffinés, des graisses saturées et des aliments industriels beaucoup plus transformés. Vous allez voir, c'est ce soir, beaucoup vont encore consommer des aliments raffinés. Les gens vont aller dans des restaurants pour aller prendre les repas, les fast-food. Vous voyez? Les fast-food, c'est pas une bonne alimentation. Chaque journée de fête. Voilà, on a les shawarma, on a les hamburgers, on a les viandes qu'on vous prépare dans 5 minutes que vous prenez, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas de bonne alimentation. C'est des choses surcongelées, conservées. Mais ce n'est pas bon pour notre santé. On peut prendre ça une fois en passant. Aujourd'hui, les gens iront prendre également de la glace. Voilà, ils vont prendre des boissons sucrées. Tout ça, là, c'est une mauvaise alimentation. Glace, boissons sucrées. Oui. Il faut favoriser plutôt les antioxydants. Et les antioxydants, on les trouve beaucoup plus dans les légumes verts, dans le curcuma et beaucoup plus dans les champignons. Et ça nous permet de prévenir le vieillissement cellulaire. Voilà ce que je peux dire au niveau de la bonne alimentation. On fera peut-être un enseignement même sur la bonne alimentation et on va aller peut-être encore en fond. Merci beaucoup. Nous sommes à la RTJVA, la télévision Jésus vous aime. Et nous vous aimons également. Nous sommes là ici en train de débattre du thème l'alimentation saine ou les facteurs qui privilégient ou favorisent une bonne alimentation. Et ils sont 8. Nous sommes en train de débattre du premier élément et les 7 vont suivre. Si vous nous avez pris en cours de route, nous sommes effectivement à la RTJVA, la télévision Jésus vous aime, de l'Église Assemblée de Dieu du Togo. Soyez bénis. Alors nous allons progresser, mon docteur. Merci. Nous venons déjà de toucher le premier facteur des 8 facteurs décisifs pour une bonne santé. Et nous avons dit, pour avoir une bonne santé, ce n'est pas simplement l'absence de la santé physique, mais également lorsque nous avons de la santé physique, la santé émotionnelle, la santé relationnelle, là on parle d'une bonne santé. Et nous avons touché l'alimentation et nous disons qu'une bonne alimentation, c'est cette alimentation consciente où nous savons exactement le choix alimentaire et nous privilégions beaucoup plus les aliments qui vont aider notre état de santé. Alors là, on a dit d'éviter les aliments transformés, de manger beaucoup plus naturel et également d'éviter tout ce qui est source de sucre, de graisse saturée, les aliments industriels et de favoriser beaucoup plus les antioxydants qui vont entretenir nos cellules à vivre longtemps. Et également dans les graisses, il faut privilégier les bonnes graisses. Et donc j'ai parlé des huiles naturelles que nous fabriquons au Togo, ça serait bien. Et là j'ai dit que les conséquences d'une alimentation qui n'est pas équilibrée, c'est que ça nous permettra de développer les maladies chroniques. Alors on va avoir les diabètes, les hypertensions qui sont là aujourd'hui. C'est une faute à la mauvaise alimentation. Lorsque tu adoptes une mauvaise alimentation, on aura tout de suite les tensions, on aura tout de suite l'hypertension, le diabète, les maladies de cœur, la fatigue,
fatigue, les baisses de l'immunité et tout ça, les troubles digestifs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une bonne alimentation saine renforce le système immunitaire et améliore la digestion et favorise une bonne énergie. Lorsque vous commencez par vous sentir fatigué, posez-vous la question, est-ce que vraiment j'ai adopté pendant ces premiers mois, ces une semaine, vraiment une bonne alimentation? Parce que lorsque ça ne va pas, le corps nous donne quand même des signaux. Voilà. Le deuxième facteur que nous avons touché... Avant d'en arriver là, est-ce que la mauvaise alimentation peut apporter un cas d'obésité? Non, c'est ça même. Le premier point même de l'obésité, en dépit de certaines sources, c'est la mauvaise alimentation. Lorsque, par exemple, vous êtes du groupe, ceux qui sont du groupe A, ceux qui sont du groupe AB, par exemple, lorsque vous adoptez une mauvaise alimentation, tout de suite... Je ne suis pas dedans ici du groupe B. Les groupes A et les groupes AB. Lorsque vous êtes de ces groupes et que vous adoptez une mauvaise alimentation, vous allez grossir tout à l'heure. Vous voyez, surtout si vous êtes de groupe O+, comme moi, et que vous mangez au-delà de 20 heures, tout de suite vous allez avoir... Et justement, on devait en venir parce qu'il ne faut pas manger à n'importe quelle heure. À n'importe quelle heure. Minuit, Voilà, 2 heures du matin. C'est ça. L'alimentation, une bonne alimentation, c'est ça. C'est que la bonne alimentation passe par le fait qu'on ne rate pas le petit déjeuner. Mais si vous commencez, vous êtes O+, comme moi, et que vous ratez souvent le petit déjeuner, vous allez grossir. C'est pourquoi il disait que si on veut toucher la bonne alimentation, on va en faire même une émission à cause de ça. Et donc, le petit déjeuner, pour tout le monde, c'est une chose à ne pas rater. Le petit déjeuner commence de 7 heures, sinon c'est 6 heures, jusqu'à 10 heures, c'est le petit déjeuner. Alors, de midi à 14 heures, nous sommes au niveau du déjeuner. Et maintenant, de 18 heures à 20 heures, nous sommes au niveau de dîner. Alors, lorsque vous... 20 heures à 1 heure du matin, ce n'est plus la même. Non, 20 heures à 1 heure du matin, normalement, c'est le temps de repos. Or, les gens vont manger jusqu'à 1 heure du matin. Si vous êtes de groupe O+, et que vous le faites de cette façon, bon, au départ, ça ne peut rien ne pas vous faire. Ça peut ne rien vous faire parce que vous êtes encore peut-être jeune. Mais avec le temps, lorsque le foie se fatigue, parce que le foie d'un groupe O+, cesse de faire plus d'efforts de fonctionner au-delà de 20 heures. Au-delà de 20 heures, le foie d'un groupe sanguin O+, ou bien O-, n'aime plus conduire la digestion. Or, c'est le foie le maître d'orchestre de tout ce qui est métabolisme dans le corps. Donc, il faut d'abord se réveiller, toujours ne jamais rater le petit déjeuner. Ça, c'est la première règle. On peut rater le déjeuner, dîner, ça ne fait rien. Mais le petit déjeuner, il ne faut jamais rater ça. Et ça va vous donner une meilleure santé. Deuxième chose, il faut ne pas manger au-delà de 20 heures. Et si vous arrivez à manger au-delà de 20 heures, il faut faire la marche 10 minutes avant de vous asseoir. Donc, vous devez faire normalement 5000 pas. Ça fait 10 minutes de marche. Donc, vous devez le faire après avoir mangé la nuit et vous finissez avec un thé chaud ou bien une infusion. Et donc, ça vous permettra en même temps d'accélérer la digestion. Donc, voilà ce que je voudrais ajouter. Et je disais que la mauvaise alimentation, ce sont les malbouffes. Les malbouffes, c'est tout ce que nous trouvons et que nous mangeons. Les fast-foods, c'est-à-dire l'alimentation rapide, rester debout et manger rapidement. Et la conscience n'est pas présente. Et puis, le fait de manger trop sucré, trop de graisse, trop viande. Et éviter aussi de boire de l'eau en mangeant. On boit de l'eau normalement 15 minutes avant de commencer par manger. Et si on finit de manger, il faut attendre au moins 15 minutes avant de boire. Et si vous mangez que ça vous prend la gorge, on prend quelques gorgées d'eau. Là, c'est pour vous libérer. Mais on ne boit pas de l'eau sur le repas. Ça va faire quoi? Ça va transformer le cheminement que le repas va prendre pour faire une bonne digestion. Et donc, vous allez manger. Oui, et vous allez manger, mais il n'y aura pas de bon transit, il y aura de l'indigestion, il y aura de la constipation. Vous voyez que l'alimentation, c'est une chose que nous devons approfondir, nous devons vraiment apprendre. Alors, les autres, deuxième point, rapidement, comme je le disais, et il faut, deuxième principe ou bien facteur décisif pour une bonne santé, je l'ai touché tout à l'heure, c'est une bonne hydratation adéquate. Une hydratation adéquate. Qu'est-ce que nous voulons dire là-bas? Il faut boire de l'eau. L'eau représente 70% du corps humain. Donc, si nous prenons le corps, les muscles, l'os et tout ça là, c'est seulement 30%. Tout ce qui donne la masse corporelle que nous voyons, c'est de l'eau. C'est liquide, quoi. Donc, l'eau, la lymphe, le sang et tout ça là, ça représente 70% du corps humain et est essentiel pour les fonctions biologiques. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut boire 1,5 à 2 litres d'eau par jour.
pour assurer une bonne élimination des toxines. L'eau, qu'est-ce que ça fait? L'eau enlève les déchets dans le corps. De la façon, nous prenons l'eau d'une façon externe pour laver nos mains et on est propre. Alors, c'est la même chose que si nous douchons avec de l'eau, on est propre. Alors, c'est la même chose que lorsque nous buvons de l'eau, ça lave dans le corps. L'eau est nécessaire pour purifier de fond en comble l'organisme de tous les déchets et les enlever dehors. Alors, si vous voulez avoir une bonne digestion, vous voulez faire de bons selles, ceux qui ont des difficultés à faire de sel, buvez de l'eau. Ceux qui ont souvent l'urine chargée n'est pas synonyme du palu, non. Si l'urine est chargée, c'est que l'acide urique commence pas à monter. C'est que c'est de signes pour vous dire qu'il y a manque d'eau dans votre corps. Vous êtes en train d'être déshydraté. Déshydraté. Et donc, il faut envoyer de l'eau. Et donc, si là, quelqu'un, souvent, si nous allons uriner, on voit que l'urine est jaune. On dit, oh non, j'ai le palu. Ce n'est pas le palu. Pas forcément le palu. Allez boire suffisamment d'eau, vous allez voir que ça va changer. Et effectivement, ça change. Et ça change. Donc, l'eau est un médicament. Et l'eau, ça purifie les toxines dans le corps. Donc, lorsque nous parlons de... Ceci, c'est remarque, lorsque tu jeûnes toute la journée, quand tu vas faire tes urines, c'est normal. C'est chargé. C'est chargé. Et donc, on va dire que non, les malades, non, tu n'es pas malade. C'est le manque d'eau. Donc, l'eau est nécessaire pour la vie. Et donc, nous devons boire de l'eau. Mais si nous parlons de boire de l'eau, c'est de boire de l'eau pure. Nous parlons de l'eau pure. On ne va pas boire de l'eau parce qu'il faut boire de l'eau. C'est pourquoi on en appelle vraiment à la vigilance de tous. Moi, ce qui me dérange, c'est que vous allez voir les forages partout dans les quartiers. Là. On a sorti une loi pour que quiconque veut mettre le forage prenne l'autorisation. Les gens ont pensé que c'est contre eux. Non, ce n'est pas contre eux. C'est pour faire bien la population. Lorsque des forages sont à 20 mètres, lorsque des forages sont à 30 mètres, l'eau qu'on prend là-bas, ce n'est pas de l'eau pure. Parce que lorsqu'il pleut, l'eau de la pluie peut s'infiltrer à 20 mètres. Même les déchets, les égouts, tout ça là, les déchets que l'eau ramasse, tout la pluie ramasse là, ça va là-bas à 20 mètres. Et c'est ça, les gens prennent et ils boivent. Et on a actuellement, dans le pays, les gens sont en train de remarquer, il y a une pandémie actuellement, c'est des grattages de corps. Les gens grattent de corps partout. Mais les gens ne savent pas pourquoi. Allez au niveau des hématologues, vous allez voir comment les gens sont pleins. Grattage de corps. Grattage, c'est parce que nos eaux sont contaminées. Beaucoup d'eau que les gens boivent, ce ne sont pas de la source de TDE, et donc c'est des forages dans le quartier. Or, ces forages sont faits à 20 mètres, à 30 mètres, à 40 mètres. L'eau les microbes sont là-bas, tous les déchets s'infiltrent là, et on prend ça, on boit. Donc, il faut prendre de l'eau pure. Ouais. Donc, vous voulez avoir une bonne santé, et on vous dit, vous allez boire de l'eau, et vous allez prendre l'eau de pure, l'eau de robinet, des forages, et que vous ne mettez pas des produits dedans pour les traiter. Auparavant, les gens mettaient alarme dedans. Les gens mettaient Détol dans l'eau. Mais aujourd'hui, personne ne veut traiter l'eau. Et puis, on boit ça directement. Vous allez avoir ce problème d'allergie, de grattage, d'infection, de l'eau contaminée. Donc, il faut choisir de l'eau pure. Et il faut choisir aussi des tisanes naturelles. Si nous parlons de l'eau, il y a d'abord l'eau plate que nous buvons. Il y a aussi les jus que nous buvons. Il y a aussi des tisanes que nous prenons. Et donc, si nous prenons des jus naturels, nous prenons des tisanes et nous prenons de l'eau plate, tout ça là s'appelle l'eau. C'est liquide, donc c'est de l'eau. Nous ne parlons pas simplement de l'eau plate simple. On veut parler de tout ce que vous mettez. Alors, il faut qu'on prenne soin que cela soit pur. Et nous devons éviter les boissons sucrées, les sodas et les alcools. Cela perturbe ce que nous appelons l'équilibre hydrique. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Si tu as soif, comment, et que tu vas prendre une boisson sucrée, tu auras soif encore. Ça n'étanche pas souvent la soif. La boisson sucrée, son cheminement pour se digérer, c'est différent de l'eau plate dans le corps. Donc, c'est pourquoi souvent, des gens ont soif et ils prennent de l'eau, de la boisson fraîche glacée. Ils boivent, mais ça n'étanche pas la soif. Il faut prendre de l'eau. Tu bois un peu, après tu as encore soif. Parce que les boissons sucrées vont rentrer dans le contour de digestion. Il faut prendre de l'eau plate. Donc voilà ce que nous allons dire. Alors lorsque nous prenons... C'est nos eaux là qui sont des eaux plates. Voilà. Si nous prenons de l'eau que nous utilisons directement, les pioata ou bien l'eau que nous puisons directement au robinet, ce sont de l'eau plate. C'est-à-dire qu'il n'y a rien dedans. Voilà. Et les risques, au cas où vous ne buvez pas beaucoup d'eau, alors nous risquons souvent la fatigue. Hier, j'ai reçu quelqu'un à la consultation
Et puis la personne me parle des maux de tête atroces. Et bien, tous les médicaments que la personne a montrés, là, normalement, devraient déjà régler son problème de maux de tête. Et puis je regarde, et puis je lui pose la question. Tu bois suffisamment, tu as déjà bu combien d'eau dans la journée? Je dis non, elle n'a pas souvent envie de boire. Toute la journée, elle n'a pas encore bu. Il dit, mais voilà. Et dit, combien de jours tu as les maux de tête? Il dit, ça fait déjà 7 jours. Oh. Et on lui a donné un Evian de l'eau, 1,5 litre. Je lui ai dit, tu vas boire tout avant de quitter la consultation. Et elle buvait un peu jusqu'à ce qu'elle ne finisse. Elle est allée uriner, les maux de tête ont cessé. En fait, c'est parce qu'elle ne buvait pas de l'eau. Alors qu'elle buvait des médicaments pour guérir ses maux de tête. Non, l'eau a son rôle, le médicament a son rôle. Lorsque vous buvez suffisamment d'eau, on a rarement les maux de tête. Parce que l'eau va permettre à ce que le sang circule normalement pour aller irriguer le système nerveux central. C'est ça. Et l'eau va apporter l'oxygène aux cellules et les cellules vont respirer et tu ne peux pas avoir... Les cellules nerveuses. Et donc tu n'auras pas de maux de tête. Donc souvent, lorsque vous êtes très fatigué, buvez de l'eau. Vous avez très mal à la tête, prenez d'abord l'eau. Et si ça continue toujours en ce moment, on peut aller chercher une autre solution. Vous voyez. Et l'eau aussi permet de nettoyer le rein. Et le rein, souvent des gens, même hier, puisque hier c'était ma journée de consultation, j'ai reçu aussi un monsieur dont son acide urique est trop élevé. Mais la personne n'avait pas un problème rénal. N'avait pas un problème de rein. Mais l'acide urique est élevé. L'acide urique, ça donne des signaux que vraiment le rein souffre. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Et j'ai vu, il dit, mais bon, tu n'as pas d'antécédents de maladie rénale. Dit, tu manques d'eau. Je l'ai simplement dit, nous avons une détox chez nous qu'on appelle Nutritop à 1 litre. Il a dit, va acheter ces 1000 francs seulement, on vend ces produits de Champizo. Il dit, prends ça, 1000 francs seulement, bois. Et puis, il a fini de boire, il a fait 30 minutes, on lui a repris l'analyse. Sur place, l'acide urique a disparu. Donc, vous comprenez que l'eau, simplement, peut nous aider et nous privilégier de venir se faire consulter ou bien aller à l'hôpital. Voilà ce que je peux dire par rapport au deuxième, rapidement, facteur décisif. Voilà. Je ne sais pas si vous avez eu quelque chose par rapport. Oh, ben, l'eau, est-ce qu'il y a c'est priorité ou bien un choix par rapport, vous avez parlé des eaux de pluie, c'est par rapport aux profondeurs des puits ou bien c'est par rapport, parce que d'autres disent que l'eau de pompe est traitée et que les eaux de forage, les eaux de choses ne sont pas trop conseillées par rapport aux... Oui, les eaux de forage, c'est ça, personne ne traite. Parce qu'on ne met pas suffisamment des produits qu'il faut pour rendre l'eau buvable, propre et sans contamination. Et donc, si vous-même vous avez l'eau de forage, ce qu'il faut faire, aller à la pharmacie simplement, ils vont vous vendre les produits de traitement d'eau. Ça se vend. Donc, si vous prenez conscience et que vous savez que vous devez prendre de l'eau pure, alors puisez votre eau, mettez dans un bocal et allez acheter des produits à mettre dedans. Et il y a des produits pour rendre l'eau là. Et j'ai parlé tout à l'heure de Alam, j'ai parlé tout à l'heure de Détol, j'ai parlé également de soufre, il y a aussi sodium, il y a beaucoup que nous mettons pour traiter de l'eau. Voilà. Donc, à la pharmacie, on vous le dira. Sinon, l'eau pure est nécessaire. Maintenant, l'eau de puits, comme nous l'avons dit, c'est à cause de la profondeur souvent que ces eaux sont contaminées. Voilà. Oui, nous allons donc entamer la troisième partie. Je ne suis pas sûre qu'on finira les 8 facteurs parce que nous sommes déjà au 4e et il reste encore 4 facteurs. Exactement. Donc ici, vous avez parlé de l'activité sportive ou l'activité physique régulière. Comment elle se pratique? Comme vous avez dit, c'est pas aller courir et transpirer. Souvent, cette partie concerne aussi beaucoup plus ceux qui sont au bureau, dans leur bureau et qui restent en position assise toute la journée. Vous savez, l'exercice dont nous parlons ici, l'activité physique, souvent c'est la marche. Nous avons nos 2 médecins, c'est les pieds. Nos 2 pieds sont nos 2 médecins. Alors, pratiquer une activité physique va consister à ce que lorsque vous restez dans la position assise, chaque 1 heure, on doit se lever et faire ne serait-ce que 2 minutes et demie.
ou bien chaque 2 heures, vous vous levez, vous faites 5 minutes de marche dans votre bureau. Si vous êtes au boulot et que là où nous sommes en position assise pendant 2 heures, nous avons besoin de nous lever 5 minutes pour faire de la marche. Et ça permet de faire quoi? De déclencher la circulation du sang. Le rôle de la marche, c'est de déclencher une bonne circulation du sang. La position assise ne permet pas au sang de bien circuler. Est-ce que c'est ce qui amène des crampes lorsque peut-être on est en voyage pendant plusieurs heures? Vous êtes en voyage pendant plusieurs heures, il y a des crampes, parfois il y a les pieds qui s'enflent. Oui, les crampes qui ont tendance à t'amener vers la mort. Exactement, parce que le sang ne circule pas. Et aussi, les gens ont les pieds enflés que nous appelons l'insuffisance veineuse. Donc, le pied s'enfle parce que le sang qui descend n'arrive pas à remonter. La position assise n'est pas une position à adopter longtemps. La position même debout, sur place aussi, n'est pas une position à adopter longtemps. Parce que lui, ce n'est pas une circulation de sang, mais ça va agir sur les vaisseaux sanguins et le nerf sciatique. Donc, ce qui est encouragé, c'est le mouvement. L'être humain est fait pour le mouvement. Et donc, lorsque vous restez pendant 2 heures, il faut marcher. Autre chose, c'est que l'exercice physique dont nous parlons, c'est la marche aussi. Il est recommandé de faire minimum 10 000 pas par jour. Mais regardez, nous quittons la maison, nous montons dans nos véhicules, nous venons au service, on descend, on s'asseye, on veut encore partir, on monte dans le véhicule. Est-ce que nous parvenons à faire nos 10 000 pas par jour? Vous venez chez moi au bureau, vous allez voir que est-ce que le gars là vraiment, est-ce que c'est un directeur? Non, moi tout ce que j'ai besoin à prendre dans d'autres bureaux, je me lève, je vais prendre. Au lieu d'appeler comme ça, oui, apportez-moi. On sonne les gens avec moi, je ne fais pas boss. Ouais. Il y a des moments où peut-être les invités sont là, je peux appeler, on vient. Mais les autres temps, je veux atteindre mes 10 000 pas par jour. Puisque je suis conscient de ça et que je sais que je serai occupé au bureau tout au long de la journée, alors je fais ces va-et-vient là, temps d'attente, dans tel bureau, comptabilité, ici. Je fais ça jusqu'à la fin de la journée. Je sais que j'atteins mes 10 000 pas. Si ce n'est pas suffisant, je rentre à la maison, je fais les va-et-vient sur la mezzanine et puis en priant comme ça, je ne reste pas sur place pour prier. Je fais mes allers-retours, voilà. À la mezzanine jusqu'à, je dois dépasser les 10 minutes chaque jour de marche. Voilà ce qu'on appelle l'exercice physique. Et si toi tu as du temps, tu peux courir. Si tu as du temps, tu peux marcher à la soirée. Les gens ne marchent pas. Sortir à 19h, marcher un peu, aller revenir 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, ça fait du bien, ça améliore une bonne circulation du sang. Ça c'est c'est pas fini, ça aide à contrôler le poids et réduit le risque d'obésité. Et ça diminue le stress et améliore l'humeur grâce à la libération d'endorphines. Parce que lorsque nous marchons comme ça, là, le corps prend plaisir. Et si le corps prend plaisir, il libère des hormones qu'on appelle l'endorphine. L'endorphine, c'est l'hormone de la joie. C'est l'hormone de la joie là, que nous prenons souvent lors de l'acte sexuel. Alors, justement, je voulais revenir à ça, que ça favorise la fécondité. La fécondité. Donc, lorsque tu marches comme ça, et le corps se dit, oh, je suis à l'aise, je serai en bonne santé. Alors, le corps libère l'hormone de la joie là. Et merci, Dr Bessan. Et j'espère que les téléspectateurs sont en train de nous suivre actuellement. C'est vrai que tout à l'heure, vous allez voir l'émission sur nos écrans de la RTJVA. J'ai parcouru les 4 premiers éléments et il reste encore 4 autres éléments. Et donc, par rapport à notre temps, si nous pouvons faire le 5e juste. Oui, on va parler du repos. Ou bien un sommeil de qualité. C'est ça. Le repos, c'est le 5e facteur décisif pour une bonne santé. Le 5e facteur décisif pour une bonne santé. Vous savez, lorsque nous parlons de repos, ce thème, ce facteur me pousse tellement à expliquer quelque chose aux gens. Le repos n'est pas simplement le fait d'aller, de quitter le boulot, aller dormir, se coucher et dormir. Non. Le repos, le fait que nous prenons du congé, le congé qu'on nous donne au boulot, c'est pour que nous puissions nous reposer.
Vous savez que l'être humain, selon les études, nous avons besoin normalement de 90 jours de repos par an. On a besoin de 83 mois de repos par an. Et c'est ce que les systèmes éducatifs adoptent. Les gens font 9 mois de cours dans l'année et 3 mois de repos. Voilà, le corps a besoin de se reposer pendant 3 mois dans l'année. Mais lorsque nous travaillons, on nous donne simplement 1 mois de repos, n'est-ce pas? Sur 12 mois. Sur 2, ou parfois 2 semaines. Et si nous prenons les 1 mois, qu'est-ce que nous faisons avec? Certains même revendent leur 1 mois, prennent l'argent. Vous êtes en train de vendre et va congé payé. Donc, je ne prends pas de congé. Et puis, je prends l'argent. Les chefs d'entreprise ou bien les patrons doivent refuser même ça. Parce que ça ne permettra pas à ce que l'employé soit en bonne santé pour être rentable. Vraiment, la rentabilité. La rentabilité ne serait pas là. La productivité ne serait pas là. Mais est-ce que véritablement nous voyons ce côté des choses? Non. Or, le repos, là, qu'est-ce que ça nous apporte? C'est ça la nécessité. Le pasteur Adadé a dit qu'un pasteur qui ne se repose pas pêche. Oui, c'est un péché. Mais moi, j'ai dit que ça dépasse le péché. Ça fait que beaucoup, aujourd'hui, le manque de repos amène beaucoup à la mort. Beaucoup meurent alors qu'ils n'ont pas encore fini leur mission sur la terre. Le repos, c'est nécessaire. Le repos, ce n'est pas simplement le fait, ce n'est pas la privation d'activité et le fait d'aller dormir. Ce n'est pas ça le repos. Le repos, c'est plutôt le changement d'activité. Par exemple, moi, si je suis journaliste et j'ai exercé le journalisme chaque jour, jusqu'à au moins 3 mois, il faut que 1 mois, que je ne sois plus en train de préparer des émissions pour venir faire. Que là, maintenant, en ce moment, je ne fasse pas l'activité là, mais que je puisse peut-être, si c'est la couture qui me plaît, je me rabats sur la couture sur les 1 mois là. Alors que nous avons appris des métiers à vie. À vie, vous comprenez. Et donc, ça veut dire que lorsque le cerveau fait la même chose, sans se stopper, s'escomper, se séparer de cette chose pendant un moment donné, ça lui crée ce que nous appelons le stress, ce que nous appelons le E-stress. Donc ça lui crée un stress positif, mais qui détruit le corps, qui augmente la production de ce que j'appelais aujourd'hui les radicaux libres. Le manque de repos détruisent le corps. Oui, le manque de repos augmente les radicaux libres. Et les radicaux libres sont des tueurs silencieux. Et donc, celui qui ne se repose pas est en train de se tuer doucement. Lui-même, il est en train de se tuer doucement, sans le savoir. Donc, vous voyez. Et donc, le repos, lorsqu'on dit j'ai de repos, nous devons mettre 3 choses dans le repos. Première chose que nous mettons, c'est que c'est le changement d'activité. Je suis directeur, je viens chaque jour, je suis face à des stress, on me met les rapports, je dois trouver l'argent, on doit financer. Je fais ça 3 mois, 1 mois là, je dois me reposer. C'est-à-dire que je ne réfléchis plus à ça, mais je peux faire autre activité. Peut-être je suis là, pas dans mon monde d'activité, mais je suis maintenant devenu, par exemple, journalisme, ou bien je vais faire des émissions, ou bien me voici en train de vendre voilà, au marché, je fais autre chose. Ou bien je suis en train de jouer à la musique, j'apprends peut-être à jouer au piano et tout ça, je change d'activité. Lorsque le cerveau va sur autre chose à apprendre, alors ça lui donne la motivation. Ça lui crée de l'hormone de joie et ça vivifie le corps. Donc, c'est la première chose que je mets dans le repos. Et deuxième chose que je mets, c'est le temps de sommeil. Et donc, le temps de sommeil, nous devons aller jusqu'à 8-9 heures de temps de sommeil. 8 à 9 heures de temps de sommeil par jour. Donc, ça veut dire que si la nuit, si c'est 5 heures, tu arrives à faire, il faut dans la journée, il faut compléter. Mais est-ce que nous le faisons? Nous courons jusqu'à 1 heure, 2 heures du matin, on va au lit. Et déjà à 5 heures, 6 heures, on se réveille déjà. On n'arrive pas à faire les 6, au moins les 8 heures de temps de sommeil. C'est grave pour notre santé. Parce que si le cerveau arrive à être habitué à ça, naturellement ou bien physiologiquement, lorsque l'âge a atteint 50 ans, le cerveau même réduit 1/4 de temps de sommeil. Donc, si vous n'êtes pas habitué à faire les 8 heures de sommeil avant 50 ans, après 50 ans là, donc le corps même allait réduire normalement 3 heures sur ça. Hein? Et donc, normalement, vous aurez que 5 heures.
Or, si vous faisiez 5 heures, on enlève encore 3 heures dedans. Donc, ça vous restera que 2 heures. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est là les gens font de l'insomnie. Les gens n'arrivent pas à dormir. Il faut prendre des médicaments avant de dormir. C'est parce que vous n'étiez pas habitué à dormir. Et ça devient... Oui, mais lorsque vous ne dormez pas 8 heures, je vous dis que vous êtes dans tous vos états. C'est-à-dire, moins de choses, ça va vous énerver. Le cerveau n'a pas suffisamment eu de repos. L'oxygène n'a pas nourri. Les nouvelles cellules ne se renouvellent pas. Et puis, ça peut créer tout de suite beaucoup de maladies, surtout vers ce que nous appelons les angiomes. C'est parfois des tumeurs du cerveau ou bien de l'oubli que nous avons souvent fréquemment. Donc, le repos est nécessaire. Et il faut aussi, le repos nous permet, si nous voulons nous reposer, j'ai dit d'ailleurs qu'il y a 3 choses dedans. Il y a le fait de changer d'activité, il y a le fait de dormir suffisamment. Et donc le repos aussi, c'est lorsque nous allons vers des activités qui nous réjouissent, de récréatives. Donc c'est ça aussi le repos. C'est-à-dire le repos, je peux choisir maintenant aller dans un lieu calme, sombre, voilà. Calme et sombre, et donc on parle là du repos. Donc voilà ce que nous pourrons mettre encore dans tout ce que nous appelons le repos, et ces avantages, ça nous permet d'avoir une bonne concentration, d'augmenter en fait notre capacité de productivité, et ça nous permet de renouveler nos cellules pour être en meilleure et parfaite santé. Merci, Dr Bessan, merci. Nous étions en votre bonne compagnie et je suis sûre que les téléspectateurs ont aimé, ils ont pris bonne note et ces enseignements vont aider plus d'un pour vraiment équilibrer la vie quotidienne. Nous vous remercions et le personnel et les responsables de la RTJVA, vous en êtes très reconnaissants pour vos nobles services que vous rendez à la population, non seulement togolaise, dans le monde entier. Soyez bénis. Notre émission ne s'arrête pas ici parce que nous avons divisé l'émission en 2 parties. La seconde partie sera dans quelques jours pour terminer les 8 facteurs d'une bonne alimentation ou d'une santé bonne santé, comme nous l'avons intitulé au début. Donc, nous sommes au terme de notre émission et si Jésus tardait à venir, nous allons tout simplement vous dire à bientôt. Et nous allons demander encore une fois, oui, vous êtes pasteur, vous êtes diacre et vous allez aussi prier pour que votre enseignement ait d'impact, d'écho sur tous ceux qui l'ont écouté, pour que nous puissions vivre longtemps. J'ai eu la chance de voyager en 2019 en Corée du Sud. J'ai vu des vieillards qui ont plus de 120 ans, 110 ans et on nous a dit que c'est par rapport à leur alimentation. Merci. Père Céleste, nous voulons te rendre grâce pour ce moment que nous avons passé ensemble. Le moment a été inspiré de toi. Nous avons sorti des choses même qui n'ont pas été préparées parce que tu as voulu que tes enfants puissent en bénéficier. Alors nous te disons merci pour cet enseignement passé et nous prions de ce que les yeux qui vont regarder et tous ces oreilles qui nous ont écoutés, que cela leur soit bénéfique. C'est dans le nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Merci à vous, nos très chers frères, et Abacho, et Ézéchiel, et les autres. Soyez bénis pour les bonnes images que vous avez présentées. Et tous les téléspectateurs, merci de nous avoir fait confiance et à la prochaine. Merci.